Bienvenue donc à cette quatrième séance du séminaire public de la chaire géopolitique de risque. Il y a un dernier, pardon. Éthique de l'incertitude. Ce soir, on va s'intéresser avec nos deux invités à la question de la crise climatique et son rapport au risque et à l'incertitude. Comme d'habitude, je vous incite à laisser allumer vos caméras, c'est beaucoup plus agréable pour tout le monde. Ce n'est pas une obligation, mais comme je dis, c'est un souhait, une demande. La dernière fois, vous vous rappelez, peut-être, nous avons abordé le problème plutôt général de la gestion de crise à travers deux cas particuliers de crise volcanique. Et la question qui s'est posée à tous les niveaux de l'analyse, encore une fois, c'était comment planifier pour l'inconnu, pour l'incertain. Et où se dessine la frontière entre le connu et l'inconnu, et comment est-ce qu'on peut les dépasser, effectivement, à nos avantages. Et nous avons vu la dernière fois, encore une fois, que cette frontière entre la soi-disant crise et le soi-disant normal varie selon des critères apparemment clairs, mais même si cette clarté n'apparaît d'habitude qu'après le coup. En effet, la notion de crise, nous l'avons déjà discuté plusieurs fois, se précise comme le fait de faire face à une décision à la fois nécessaire et impossible. Pourquoi? Nécessaire pour des motifs gouvernementaux, politiques, légaux, éthiques, etc. Donc, il faut organiser la société. On est dans une nécessité, une obligation politique, mais impossible pour cause d'incertitude. Dans une situation de crise, par définition, nous ne disposons pas de données nécessaires, adéquates, pour prendre les décisions bien fondées. La décision se prend plutôt par culture, par intuition, par sagesse, même par foi, on dirait parfois. On dit en français un acte de foi. En ma langue, on dit, vous savez peut-être, un saut de foi, donc leap of faith, qui me plaît beaucoup mieux, effectivement, parce que ça s'exprime, ça capte bien cette expérience du vide, cette expérience sans socle, sans base. Nous avons aussi expliqué les choses du point de vue hegelien, par rapport à ce beau concept hegelien, Sittlichkeit, donc éthicité et la traduction d'habitude en français, substance éthique, valeur intrinsèque, etc. Dans ma leçon d'introduction, vous vous rappelez peut-être, j'ai parlé aussi de la topologie de l'inconnu. Pour essayer d'évoquer l'idée que l'incertain n'est pas une simple négativité, ce n'est pas une ignorance parfaite ou simple, ce n'est pas un manque inexorable, ce n'est pas comme ça que ça se présente, mais que plutôt on sait quelque chose sur l'inconnu, même quand c'est inconnu. Quelque chose qui ne relève pas de la connaissance empirique, ni de la rationalité parfaite, mais quelque chose qui relève plutôt de l'ordre de l'éthique. C'est un peu l'hypothèse du séminaire. Et nous avons pu observer précisément cela, il me semble, surtout dans les discours des deux intervenants la dernière fois. Sécurité et risque climatique. Autour de l'expérience des habitants de la Mayotte et de la Martinique et les crises volcaniques. Et c'était surtout cette comparaison entre les deux, l'expérience du même type de phénomène, mais sous des conditions culturelles, économiques, politiques, sociales, relativement différentes, qui nous a montré comment l'inconnu varie effectivement selon des différents critères. Donc, les différences d'expérience entre les deux cas ne se dessinaient pas comme des retours empiriques, des expériences empiriques ou des raisonnements rationnels. Les différences suivaient plutôt les contours de ce qu'on peut nommer sagesse culturelle,
intuition sociale, quelque chose dans ce genre. Donc, ceci étant, comment est-ce qu'on peut comprendre l'éthique de l'incertitude par rapport au thème de ce soir, le rapport entre sécurité ou insécurité plutôt, risque et crise climatique. L'intitulé est composé de 3 éléments, donc sécurité, risque, crise, et il suffit peut-être pour introduire la science de réfléchir au rapport entre les 3 éléments, les 3 composantes de cette constellation. Sa composition touche effectivement au concept de base de notre séminaire. Il suffit, autrement dit, de poser la question comment le climat est-il devenu associé à la sécurité Risque climatique. Et au risque. Incertitude, risque climatique, c'est l'ENS. On voit pourquoi ça marche plus. Attention au micro, s'il vous plaît. Merci. Pour commencer, par le rapport entre sécurité ou insécurité et climat, tout dépend du concept, bien entendu, du concept de sécurité qu'on impose, qu'on utilise, qu'on applique. Selon notre reconstruction historique de la sécurité s'avérait jusqu'à la fin de la guerre froide un concept exclusivement, quasiment exclusivement géopolitique. Et plus précisément, exclusivement lié à la géopolitique bilatérale de la guerre froide, avec son axe géospatial implacable qui opposait l'Orient soviétique et l'Occident euro-américain, et son emprise quasiment totale sur le discours de la sécurité nationale surtout. Il était, on a dit, impossible entre à peu près 1953, donc l'ère de Khrouchtchev-Eisenhower, et 1989, donc la chute du mur de Berlin, impossible de parler de sécurité sans implicitement faire référence à cette constellation bilatérale. Le discours de la crise climatique, lui, apparaît pendant les années 80 à peu près. On laisse le soin aux spécialistes ici présents de nous préciser la chronologie. Mais à peu près, je pense, avec la prise de conscience provoquée par l'activisme d'Al Gore, je dirais. Mais étrangement, c'est à partir du moment où la sécurité cesse d'être exclusivement une qualité réservée aux États-nations, que le climat devient un enjeu sécuritaire. Et à ce titre, je vous invite, si vous n'avez pas encore fait, je vous invite à consulter l'article de McDonald dans le Dropbox du cours, dans lequel vous trouverez une excellente reconstruction de cette transition. Donc, la prise de conscience de l'insécurité climatique va de pair, à mon avis, avec l'écroulement et la reconfiguration du concept traditionnel de sécurité et la montée, comme nous l'avons exposé lors de la première séance, du concept de risque. Réconfiguration en 2 sens, à mon avis, par rapport à la sécurité traditionnelle et par rapport à l'incertitude dont nous parlons beaucoup dans ce séminaire. Pour le premier, la réconfiguration a lieu en lien avec un changement des objets de sécurité et des acteurs de la sécurité. Donc, ce sont plus directement, disons, les États-nations qui sont l'objet de l'insécurité climatique, ou pas uniquement. On parle désormais de groupes particuliers, d'individus, d'inégalités sociales et économiques, de mobilité, migration, etc. Et en outre, les acteurs de la sécurité ne sont plus, ou plus exclusivement, les dirigeants des États, mais désormais les agents qui sont à l'origine de la crise climatique, les grands producteurs et les grands consommateurs de l'énergie. Le deuxième aspect, donc l'incertitude, est désormais implicite, à mon avis, dans la question de la crise climatique. L'insécurité provient d'un futur plus ou moins inconnu. Donc, l'incertitude par rapport à notre futur vient se joindre à l'insécurité actuellement provoquée par des signes concrets de changement climatique. Donc, il y a une réelle insécurité et une insécurité plutôt imaginaire.
projetée. Cette insécurité due à l'incertitude infiltre notre vie, que ce soit en forme d'angoisse pour un futur inconnu, sombre, dangereux, ou que ce soit en forme de désorientation provoquée par le jeu des fake news qui nous entourent aujourd'hui. Nous voyons donc tous les jours l'impact sur la confiance sociale, les rapports entre les individus, en famille, au travail, etc., la fiabilité des institutions politiques et la capacité des systèmes de gouvernance, toutes qui sont tous la conséquence de ce double changement, cette double évolution dans le concept de la sécurité. Autant de questions donc à aborder en cours de séance. Je me tourne maintenant vers nos intervenants. Donc, Lucille Martins est maîtresse d'enseignement et de recherche en relations internationales à l'Université de Lausanne et membre du Centre d'histoire internationale et d'études politiques et de la mondialisation. Elle est également associée au groupe de recherche sur l'action multilatérale du CNRS. Docteur en sciences politiques de Sciences Po Paris et de l'Université de Genève, ses travaux portent sur l'action des organisations internationales dans le domaine de l'environnement, des politiques climatiques et du maintien de la paix. Elle vient de publier une monographie sur les organisations internationales et la dépolitisation intitulée « Why International Organizations Hate Politics », sous-titrée « Depolitizing the World », coécrite avec Marie-Louis. Et le livre est en accès ouvert. Le lien vers ce bouquin est dans la bibliographie organique aussi dans le Dropbox. Elle vient également de coordonner avec Stéphane Akut un numéro spécial intitulé « The Climatization of Global Politics » dans la revue International Politics, aussi en accès libre, dans lequel vous trouverez aussi un article d'Adrien Estève. Donc, ce dernier, postdoctorat en CNRS, au Centre de recherche internationale de Sciences Po, donc CERI, résident à l'Institut de recherche stratégique de l'école militaire, IRSEM, et associé, je suis fier de pouvoir dire, à la chaire géopolitique du risque. Docteur lui aussi en sciences politiques à Sciences Po Paris, de Sciences Po Paris, ses recherches actuelles portent sur l'implication des acteurs de la sécurité et de la défense dans la prévention des risques climatiques et l'émergence de réseaux et de forums internationaux sur la sécurité climatique. Il est responsable du séminaire de recherche environnement et relations internationales du CERI et responsable du groupe de travail environnement et climat de l'Association pour les études sur la guerre et la stratégie. Donc, on est assez chanceux qu'il a le temps de nous parler ce soir. Cette année, il a publié un article sur la climatisation du discours militaire et ses effets sur la perception des risques climatiques dans le même numéro spécial dans International Politics, aussi accès ouvert. Et dans cet article intitulé « Preparing the French Military to a Warming World, Climatisation through Riskification », et un autre article sur l'implication des nouveaux réseaux d'experts sur la sécurité climatique dans les négociations internationales, publié dans la revue « Négociations ». Voilà pour les introductions. Je suis ravi que vous soyez là. Donc, on est convenu d'échanger en 30 de minutes, chacun à peu près, mais c'est très souple. Et puis après, j'espère qu'il y aurait des commentaires, des questions de la salle virtuelle. Voilà, je vous donne la parole à Lucille. Merci beaucoup, Peter, pour cette introduction. Merci beaucoup pour votre invitation. On est ravis tous les deux d'être là ce soir avec vous. Merci beaucoup aux quelques personnes qui ont mis leur caméra. C'est très agréable de voir des visages et à qui on s'adresse. Donc, je vous remercie pour cet effort. Alors, la façon dont on a structuré notre propos avec Adrien, donc on a la chance de travailler conjointement, étroitement au quotidien. Donc, on a décidé de faire vraiment une séance en dialogue. Donc, je vais intervenir dans un premier temps. Affronter, alors il a compris, je crois que affronter l'avenir de la France. Oui, je ferme votre micro. Merci beaucoup. Donc, je vais intervenir dans un premier temps pour vous parler des concepts. Donc, ça va être en lien avec l'introduction de Peter. Et ensuite, Adrien prendra la parole pour vous
mettre en contexte la genèse aussi de ces projets de recherche et comment il est venu à travailler sur ce lien entre défense et climat. Ensuite, je vous parlerai du cas du Conseil de sécurité de l'ONU, qui est donc le cas qui est traité notamment dans le numéro spécial. Et finalement, Adrien reviendra plutôt sur la question du risque et de l'évolution dans le discours entre sécurité, climat et risque. Donc d'abord, pour commencer, en fait, je voulais revenir un petit peu sur l'histoire de comment moi je suis venue à travailler sur ces objets et à travers cette histoire, vous parler des différents concepts qu'on a utilisés avec Adrien dans nos différents travaux. Donc, dans le cadre de ma thèse de doctorat, j'étais intéressée de comprendre comment l'environnement était intégré aux questions de sécurité globale au sein des Nations Unies. Donc, je voulais essayer de comprendre finalement comment cet enjeu environnemental, enfin, la crise environnementale climatique était considérée ou non comme une question de sécurité par les arènes onusiennes. Et donc, pour travailler sur cette question, ce que j'ai utilisé, c'est le concept de sécurisation. Et donc, c'est un concept qui a été développé donc, dans cette période par les Peter d'élargissement du concept de sécurité, notamment par les auteurs de l'école de Copenhague, qui ont donc, conceptualisé ce processus de sécurisation qui vise à rendre compte de la construction sociale et discursive des problèmes de sécurité. Donc, qu'est-ce qu'ils veulent dire par là? C'est dire que finalement, ce n'est pas considérer la sécurité comme étant quelque chose d'objectif, qui est un objet qu'on pourrait juste regarder empiriquement, voilà, c'est une menace, mais de comprendre le processus à travers lequel des acteurs et des actrices positionnés qui ont un certain pouvoir, notamment donc, les élites politiques, sont en mesure de construire des menaces à la sécurité. Et donc, ça va dans cette idée d'étendre le concept de sécurité, c'est-à-dire de ne pas concevoir la sécurité comme étant uniquement la sécurité des États et ne pas considérer uniquement les menaces liées aux militaires. Et donc là, on voit clairement comment l'environnement s'est rapidement intégré dans cet agenda de recherche, puisque c'était déjà un des sous-secteurs identifiés par l'école de Copenhague. Et donc déjà à l'époque, donc on est au début des années 90, on réfléchit à cette question du processus de sécurisation de l'environnement et la façon dont l'environnement est construit comme une menace à la sécurité. Dans cette construction, on voit principalement deux objets référents et un troisième, dont on parlera peut-être un petit peu plus tard, qui émerge un peu plus tardivement. Le premier, c'est qu'en fait, on reste sur une définition autour de l'État, c'est-à-dire la sécurisation de l'environnement, c'est reconnaître que l'État est mis en péril par des menaces environnementales. Et donc, comment il peut être mis en péril par des menaces environnementales? Ça peut être en lien avec son territoire. Et donc ça, c'est important parce qu'on y reviendra, c'est des enjeux qui sont utilisés par exemple comme argument pour saisir le Conseil de sécurité aujourd'hui, de dire mais si le Conseil de sécurité de l'ONU, sa fonction, c'est de préserver la souveraineté des États membres de l'ONU. Donc sa fonction principale, c'est de faire en sorte que les États membres puissent rester souverains sur leur territoire. Eh bien, là, on voit très bien comment les petits États insulaires qui sont menacés de la montée des eaux peuvent argumenter pour une saisie du Conseil de sécurité, puisque leur souveraineté peut être mise en péril. Donc, une première dimension, c'est leur territoire. Une deuxième dimension, c'est une déstabilisation politique qui peut être liée à la dégradation ou l'épuisement de ressources naturelles. Donc ça peut être un conflit entre États, mais aussi à l'intérieur des États. Et c'est toujours la sécurité nationale, en fait, qui est envisagée dans cette première sous-définition de la sécurité environnementale. La deuxième, là, on change complètement d'objet référent, c'est l'être humain. Donc là, on s'inscrit davantage dans l'agenda de la sécurité humaine. Donc la sécurité humaine, ce concept qui a été développé au début des années 90, avec notamment le rapport du PNUD sur le développement humain de 1994, qui faisait écho à toutes les réflexions de l'école critique de la sécurité, les réflexions en termes d'émancipation. Comment on pouvait penser la sécurité en dehors de l'État et permettre aussi une émancipation des êtres humains à travers une approche plus compréhensive de la sécurité. Et de là est née donc l'idée qu'on pourrait avoir des menaces environnementales à la sécurité humaine.
Et donc, ça peut être notamment lié à les événements climatiques extrêmes, tout ce qui touche à les besoins en ressources naturelles qui vont toucher à certains aspects de la sécurité humaine. Donc, ça peut être la sécurité alimentaire, par exemple, mais également tout ce qui est lié à un environnement sain, c'est-à-dire que la sécurité humaine, en termes aussi d'enjeux de santé, c'est de ne pas avoir accès à un environnement sain pour vivre. Et donc ça, on a donc la sécurité environnementale qui touche les États, la sécurité environnementale qui touche les êtres humains, et c'est un argument qui était déjà là au tout début, donc dans les premières réflexions, même dans les années 80, mais qui revient vraiment plus récemment, c'est l'idée que l'objet référent devrait être l'environnement en lui-même. Donc on parle par exemple de sécurité écologique dans ce concept, où l'idée c'est que finalement, ce qui est menacé, donc l'environnement n'est pas la menace, mais l'environnement est menacé. Et donc, identifier les différentes menaces qui portent sur les écosystèmes, sur la faune, la flore, etc. Donc, on a une première réflexion autour de ce concept de sécurité environnementale, et le concept de sécurisation nous a permis, donc, pendant toute cette période des années 90-2000, à identifier les processus à travers lesquels on construisait l'environnement comme une menace. Et donc, moi, j'ai eu recours à ce concept dans le cadre de mes recherches. Et donc, pour faire ces recherches à l'ONU, j'ai fait de l'observation participante. J'ai passé 3 mois au sein du programme des Nations Unies pour l'environnement pour observer comment ils travaillaient sur la sécurité. Et j'ai passé 3 mois au département des opérations de maintien de la paix, donc au secrétariat général de l'ONU, pour voir comment les casques bleus travaillaient sur l'environnement. Vous voyez le processus de comparaison. Et en fait, quand je suis arrivée, donc j'ai commencé par le PNUE, voilà, j'avais mes outils de la sécurisation. On a eu beaucoup de travaux qui ont complété aussi l'appareil théorique. C'est vrai que l'école de Copenhague avait été critiquée parce qu'il avait été très focalisé sur le discours. Et on a eu les travaux notamment qui ont suivi, par exemple, les travaux de Didier Bigot qui ont insisté davantage sur la construction sociale et moins sur la construction discursive, d'élargir un petit peu la façon de comprendre ce processus de construction de la menace. Donc, j'avais tout cet appareil théorique avec moi et ça marchait bien pour le PNUE. Je voyais bien comment on avait cette construction progressive de la menace environnementale. Une fois que je me suis retrouvée à New York, donc dans le département des opérations de maintien de la paix, là, ce que j'ai vu, c'est qu'il y avait un autre processus auquel je ne m'attendais pas, et c'est vraiment une surprise ethnographique, c'est quand on avait un processus inverse, où ce n'était pas la sécurisation de l'environnement, mais une forme d'environnementalisation de la sécurité. En fait, on est passé, pour mettre à l'agenda cette question de la sécurité environnementale, on est passé par l'empreinte écologique des casques bleus, plutôt que par la menace environnementale. Et ça s'explique en lien avec les relations de pouvoir au sein de l'ONU. En fait, on avait des États qui étaient fortement opposés à cette mise à l'agenda de l'environnement comme menace. Et c'est vrai qu'on avait, au sein du secrétariat et au sein du programme des Nations Unies pour l'environnement, cette volonté d'attirer l'attention sur les liens entre ressources naturelles, conflits, maintien de la paix. Et le moyen qui a été trouvé pour pouvoir parler de ces enjeux qui sont très substantiels, on est passé par ce qu'on appelle, il y a cette division dans les opérations de maintien de la paix, le côté substantiel, donc vraiment le mandat politique, et le côté support, c'est-à-dire concrètement comment on met en œuvre la mission. Et on est passé par le support pour pouvoir parler du substantiel. Et donc, on a contourné en fait les obstacles à la sécurisation de l'environnement en travaillant davantage sur, donc non pas l'environnement comme menace, mais bien les activités de sécurité comme ayant un impact sur l'environnement. Et ça, ce sera très important parce que c'est aussi un processus qu'on retrouve dans les 2 cas d'études qui sont explorés dans le cas d'Adrien, où vraiment on passe par des choses qui sont en fait très différentes sur le plan opérationnel. On parle quand même d'un côté d'une analyse de conflits, de comprendre les causes sociales et économiques des conflits, de s'interroger sur les processus politiques qui amènent à créer des tensions. Et de l'autre côté, on parle de l'empreinte carbone des hélicoptères, de comment adapter son matériel à des températures élevées, etc. Donc, en fait, on voit comment
alors que c'est des sujets qui sont très différents, ils ont été abordés de la même manière dans le cadre de l'ONU. Et donc, moi, je me suis retrouvée donc, face à cette problématique et donc j'ai traité ça dans ma thèse comme étant une forme de complémentarité, un deuxième processus qui avait lieu de cette environnementalisation de la sécurité. Et donc, le dernier concept que j'aimerais vous présenter dans cette partie introductive, c'est ensuite comment j'en suis passée de l'environnementalisation à la climatisation. Peter vous a dit que j'avais coédité un numéro spécial sur la climatisation des politiques globales. Et donc, à la fin de ma thèse, j'ai conduit un nouveau terrain sur la COP 21, qui a été aussi un moment, il me semble, extrêmement important dans le cas français que Adrien vous présentera juste après, où on faisait une ethnographie collective de la COP 21 et donc des négociations climatiques qui ont lieu à Paris et qui ont mené à l'accord de Paris. Dans le cadre de cette ethnographie collective, on a, disons, il y a une thèse forte qui est revenue à travers les différents regards qui ont été posés par cette équipe qui était faite de sociologues, de politologues, qui était de montrer qu'à la fois on avait d'un côté, pendant ces négociations, une globalisation du climat. Donc le climat devenait, les négociations climatiques devenaient de plus en plus grosses, elles prenaient de plus en plus d'objets à traiter au sein de l'arène climat. Et en parallèle, on avait une climatisation du monde, où finalement, le climat devient la lentille à travers laquelle on parle de plus en plus d'objets des relations internationales. Et je pense que ça, c'est quelque chose que vous voyez au quotidien. Combien de fois on voit des thématiques qui sont rattachées aux questions climatiques sans qu'on se demande vraiment est-ce qu'il y avait un lien scientifique entre ces thématiques. On voit ce travail un petit peu aussi stratégique de construction, de cadrage pour se rattacher à une thématique qui est quand même au cœur de l'actualité et des réflexions au sein des relations internationales. Et donc, de ce projet de la COP 21 est né un livre qui s'appelle Globalizing the Climate COP21 and the Climatization of the Global Debate. Je pourrais vous donner aussi la ressource, le lien tout à l'heure. Et en fait, de ce livre, on a voulu continuer à réfléchir, à davantage théoriser ce processus de climatisation. Et je trouvais que c'était un concept extrêmement pertinent pour mieux comprendre les évolutions qui avaient lieu dans les débats en termes de sécurité et de sécurité internationale. Et donc, je vous expliquerai juste après comment je l'applique au cas du Conseil de sécurité. Et donc, pour finir sur la climatisation, qu'est-ce qu'on entend par climatisation? On entend vraiment ce processus à travers lequel on construit, on entend des objets comme étant reliés au changement climatique, aux problèmes climatiques. Et donc, pour pouvoir continuer à théoriser sur ce processus de climatisation, on a fait le pari de monter un numéro spécial avec différents chercheurs et chercheuses pour avoir différents cas d'études, essayer de voir si on pouvait déjà identifier des mécanismes qui se retrouvaient dans plusieurs cas d'études. Et donc, le numéro spécial qu'a présenté Peter tout à l'heure a plusieurs articles qui parlent de différentes arènes, de différents acteurs, de différentes thématiques qui nous ont permis de développer 6 thèses qu'on met en évidence dans l'introduction du numéro spécial. La première thèse, c'est que finalement, on entend vraiment la climatisation comme étant un processus et non pas comme une fin en soi. C'est vrai que ça a été principalement une des critiques du processus, du concept de sécurisation, ça a été de ne penser la sécurisation qu'en termes d'imposer une logique fixe de la sécurité. Et là, on a vu rapidement un débat émerger au sein de la littérature dans les études critiques de la sécurité, avec d'un côté l'école de Copenhague et leurs successeurs ont davantage mis l'accent sur la logique d'exception. Donc, pour comprendre un processus de sécurisation, la façon dont un objet est considéré comme une menace à la sécurité, c'est que dans la logique d'exception, dans le sens où un objet est sécurisé que si ensuite il permet d'avoir des politiques exceptionnelles. Donc, je vous donne un exemple très concret. On va avoir un discours politique qui va nous dire que les migrations
sont un enjeu de sécurité, c'est une menace à la sécurité nationale. Et donc, ça va permettre de prendre des décisions d'exception telles que construire un mur le long de la frontière. Et donc, c'est à travers l'exception qu'on comprend la logique de sécurité. À côté de ça, on a eu donc notamment ce qu'on a appelé l'école de Paris, même s'il y a eu débat sur le nom, mais en tout cas, donc, notamment dans la lignée des travaux de Didier Bigot, une focale davantage sur la logique de la routine. Mais finalement, l'insécurité, ce n'est pas l'exception, ce n'est pas que quand on passe à l'état d'urgence ou quand on prend des grandes décisions. L'insécurité, c'est les petites décisions au quotidien qui sont faites par des professionnels de la sécurité. C'est quand le douanier décide de refuser le passage à telle personne. C'est quand, au quotidien, vous avez des caméras dans les rues qui surveillent la façon dont les personnes marchent. C'est profiler les individus grâce au big data. Et donc là, on a eu vraiment cette opposition entre d'un côté une logique d'exception et de l'autre côté la logique de routine. Et donc, pour éviter de tomber dans cette critique de la définition fixe imposée par la sécurisation, ce qu'on a décidé de faire avec ce concept de climatisation, c'est davantage insister sur l'aspect processuel plutôt que sur le fait que ce soit une fin en soi. Et donc, nous, ce qui nous intéresse, c'est vraiment la façon dont le climat devient un cadre important dans les relations internationales et en particulier dans le domaine de la sécurité. La deuxième thèse que nous développons dans cette introduction, donc avec Stéphane Eycout, c'est dire que la climatisation, elle est permise par déjà les caractéristiques du problème climatique, le fait qu'on a un problème qui soit transfrontière, qui fasse intervenir des enjeux sur le temps court et le temps long, donc la climatisation est permise par les caractéristiques du problème, mais également par le fait qu'on ait eu des échecs en termes de gouvernance dans le passé. C'est-à-dire qu'on aurait pu prendre des décisions dans les années 70, dans les années 80, de mettre fin aux énergies fossiles, ce qu'on n'a pas fait. Et donc, c'est parce qu'aujourd'hui, la crise climatique a pris une ampleur si importante que la climatisation apparaît comme nécessaire pour un grand nombre d'acteurs, en disant, mais finalement, on est obligé de climatiser, on est obligé de parler de climat partout, parce que c'est le seul moyen d'attirer l'attention sur une crise qui est sans précédent. Et donc, vous voyez comment c'est à la fois lié à la nature du problème et en même temps à la façon dont il a été gouverné, transformé comme objet politique. La troisième thèse autour de ce processus de climatisation, donc, qui est toujours tout ça, c'est basé à partir des cas d'études empiriques qui sont traités dans le numéro spécial, c'est de dire que la climatisation, ça opère à travers des actes stratégiques, donc c'est-à-dire qu'il y a une stratégie derrière, il y a des acteurs qui ont tout intérêt à climatiser leur objet, puisque comme ça peut leur permettre, par exemple, d'atteindre des financements dont ils n'auraient pas pu avoir accès. Donc, par exemple, vous travaillez sur la protection de la biodiversité, vous avez envie de pouvoir demander des financements à la Commission européenne sur les questions de climat, vous rattachez votre objet de la biodiversité au climat, de sorte à pouvoir obtenir les financements. C'est aussi stratégique quand vous avez envie d'attirer l'attention. En fait, ça a été clairement dans le Conseil de sécurité, c'est vraiment ce qu'on a pu voir dans les premiers débats. La première fois où on a mis le climat à l'agenda du Conseil de sécurité, c'était en 2007. L'idée, c'était d'attirer l'attention des acteurs politiques, de dire, regardez, on a quelque chose de très important qui est en train de se passer. Et en fait, il y a eu un backlash. C'est-à-dire que d'utiliser le cadrage sécuritaire, ça a un coût. Et donc, j'y reviendrai après. Mais donc, il y a vraiment une dimension stratégique dans la climatisation, mais pas uniquement. En fait, ça vient à travers un grand nombre de pratiques. Et on a, dans l'article que je vous invite à consulter, on a identifié un certain nombre de pratiques qui montrent toute la diversité à travers laquelle on construit des objets par le prisme climatique. La quatrième thèse développée dans cet article, c'est sur les motivations, en fait, les logiques qu'il y a derrière la construction l'utilisation de la climatisation. Et on en a identifié 3. Une première, c'est de contrôler le problème. En fait, finalement,
climatiser, c'est un moyen aussi d'essayer de répondre aux problèmes climatiques, c'est-à-dire de donner des outils nécessaires pour répondre à la crise. Le deuxième, c'est une adaptation au changement. Et donc là, ça peut être une adaptation au changement à la fois les changements liés au climat, mais aussi liés aux politiques climatiques. C'est-à-dire qu'on va voir qu'on a des acteurs qui vont, par exemple, se faire imposer des restrictions liées aux politiques climatiques. Et donc, ils vont devoir s'adapter. Et donc, pour ça, ils vont aussi passer par un travail de recadrage à travers la climatisation. Et finalement, la dernière motivation, c'est l'expansion institutionnelle. C'est aussi ce dont je vous parlais tout à l'heure. Ça, on le revoit notamment dans beaucoup d'organisations internationales. Je peux vous mentionner par exemple comment l'OIM, l'Organisation internationale des migrations, a décidé de travailler sur les migrations climatiques. C'était un moyen d'étendre son mandat en travaillant sur les migrations climatiques. Comment l'OIT, l'Organisation internationale du travail, aujourd'hui travaille sur les emplois verts, les green jobs. C'est un moyen aussi de rester pertinent dans l'actualité tout en ayant une expansion institutionnelle. La cinquième et avant-dernière thèse qu'on développe dans cet article, c'est qu'à travers la climatisation, on développe une forme de logique climatique. C'est-à-dire que je vous ai parlé tout à l'heure de la logique de sécurité, donc qui pouvait être une logique soit d'exception, soit de routine. Là, ce qu'on a essayé d'observer à travers les différents cas d'études, c'est qu'on a une forme de logique climatique qui se construit, et on lui a donné 4 caractéristiques. C'est qu'elle déjà, elle est tournée vers la science. Donc, une fois qu'un objet est climatisé, on va automatiquement utiliser des outils scientifiques pour pouvoir en parler, pour pouvoir le gouverner. Ensuite, on a une perspective planétaire. Donc, une fois qu'on parle d'un enjeu climatique, qu'on parle d'un enjeu comme étant lié au climat, on lui impose une perspective planétaire. On lui impose également une temporalité sur le long terme. Et finalement, on a un discours qui, pour l'instant, est vraiment orienté vers les solutions. Donc ça, c'est assez intéressant de voir que ces solutions peuvent être très différentes. On peut avoir quelque chose qui est très tourné uniquement vers, par exemple, la réduction des émissions carbone. De l'autre côté, on peut avoir des solutions tournées vers des transformations sociales radicales. Mais dans tous les cas, la climatisation amène ce discours tourné vers les solutions. Et finalement, la dernière thèse qu'on a pu développer dans cet article, c'est que la climatisation révèle, reproduit et réarticule des relations de pouvoir dans les relations internationales. Et ça, on le verra bien avec le cas du Conseil de sécurité, comment certains acteurs et certaines actrices gagnent en pouvoir grâce à la climatisation. Et donc, à travers ces différents concepts de sécurisation, environnementalisation, climatisation, l'idée, c'est d'avoir des outils théoriques qui vous permettent de mieux comprendre les processus de changement dans les politiques de sécurité. Et Adrien vous parlera un petit peu plus ensuite de comment le risque vient s'ajouter à ces 3 concepts, avec notamment le concept de risquification. Mais je vais tout de suite passer la parole à Adrien pour qu'il nous parle un peu plus de ce cas d'étude. Merci Lucille, merci Peter pour l'invitation, et merci à la chaire d'organiser cet événement sur le changement climatique. Comme Lucille l'a dit, comme Peter l'a dit aussi, moi je travaille donc sur comment les militaires s'approprient la thématique climatique, comment les organisations de défense travaillent sur le climat. Et en fait, je vais faire un peu comme Lucille, je vais vous dire comment j'en suis arrivé là, en réalité, pour commencer. Donc, ma volonté de travailler sur ce sujet, elle vient d'une surprise, en fait, d'un étonnement, qui est souvent le début de la recherche philosophique, si on regarde un peu ce qui s'est passé du côté de Socrate, par exemple. Donc, j'étais en train de chercher un projet de thèse, ce qui peut arriver à certains et certaines d'entre vous en ce moment, peut-être. Et je me suis trouvé à observer la COP21 en 2015 et à voir qu'un événement qui était une conférence en fait, qui s'intitulait « La défense face au changement climatique » avait lieu un mois à peu près avant la COP21. Et ma surprise a été de voir les termes défense et changement climatique associés aussi directement, et de savoir que finalement, la défense avait quelque chose à dire en matière climatique.
Mon projet de thèse voilà, m'a permis d'approfondir un peu le sujet. Et en fait, je me suis rendu compte que traditionnellement, quand on travaille sur les enjeux environnementaux et climatiques et la défense, on le fait de 3 manières différentes, grosso modo. Il y a une première manière de travailler sur ces sujets qui est plutôt critique, qui est plutôt d'inspiration critique, pacifiste, c'est-à-dire que l'on essaye de montrer que l'armée, les guerres contribuent à la dégradation environnementale globale. Et il y a toute une comptabilité qui a pu être faite dans la littérature sur les conséquences environnementales des conflits. Cette littérature, vous l'imaginez sans doute, a commencé, disons, s'est beaucoup développée pendant la guerre du Vietnam en particulier, avec l'utilisation de l'agent orange, avec les premières techniques d'ensemencement des nuages, donc l'opération Popeye, qui a consisté à faire pleuvoir littéralement sur les troupes vietnamiennes pour bénéficier d'un avantage stratégique. Donc la guerre du Vietnam a été un peu le catalyseur, voilà, de cette réflexion sur les conséquences environnementales des conflits armés et aussi, comme vous le voyez, les manipulations militaires du climat. Il y a eu aussi toute cette réflexion sur les manipulations militaires du climat. Cette littérature, elle a eu un effet assez fort en fait dans la pratique puisqu'elle a nourri le droit international humanitaire et vous avez aujourd'hui des conventions qui interdisent, voilà, très directement, les techniques de modification du climat, qui interdisent l'utilisation de certaines armes pour des raisons écologiques. Je pense notamment aux armes bactériologiques, je pense aussi aux armes chimiques. Tous les grands traités de bannissement de ces armes-là comportent une dimension écologique. Donc il y a toute cette littérature-là, voilà, qui existe et qui pense en fait une incompatibilité entre écologie et défense. Voilà, vraiment, ce seraient deux mondes complètement opposés. Il y a une deuxième littérature qui est un peu plus pragmatique, pour ainsi dire, c'est-à-dire c'est une littérature qui s'est intéressée à comment les organisations de défense ont été contraintes de se verdir, c'est-à-dire comment les organisations de défense ont dû accepter historiquement des réglementations environnementales, des réglementations écologiques, et en particulier en matière industrielle. C'est la deuxième grande littérature. Elle se développe à partir des années 90 parce que c'est le moment où la défense n'a plus d'exemption militaire en matière écologique, parce qu'elle a pu, pendant la guerre froide, notamment négocier un certain nombre d'exemptions de ces réglementations. Et donc, à partir des années 90, vous avez voilà, des auteurs qui documentent de manière assez détaillée comment telle norme environnementale a conduit à bannir tel composé chimique ou a conduit à transformer telle pratique industrielle au sein des organisations de défense. On a une littérature majoritairement anglo-saxonne sur le sujet, américaine, pour être précis. Mais en France, voilà, on peut trouver aussi quelques données sur le sujet. Voilà comment, par exemple, une réglementation comme REACH au niveau européen a pu changer vraiment la manière de construire des équipements de défense et bannir certains composés. Donc ça, c'est quelque chose, je pourrais vous envoyer les ressources si ça vous intéresse. Et enfin, le troisième champ de littérature qui, moi, personnellement, m'intéressait peut-être un petit peu plus, c'est celui dont a parlé Lucille, c'est celui des études critiques de sécurité. Et les études critiques de sécurité ont le mérite d'interroger donc plus directement comment, finalement, la sécurité peut être associée au climat et à l'environnement. Voilà, comment le concept de sécurité peut avoir des composantes environnementales et climatiques. Je suis parti dans cette direction-là parce que je constatais dans la conférence Défense et Climat donc, de 2015 que finalement, on parlait très peu de dégradation environnementale, on parlait très peu en réalité aussi d'industrie, on parlait très peu de réglementation écologique des industries, mais on parlait beaucoup des conséquences sécuritaires et des conséquences géopolitiques des dérèglements climatiques. Dans la littérature, je me suis rendu compte aussi que c'était les États-Unis qui étaient pionniers dans cette réflexion-là. Le Pentagone, aux États-Unis, a produit des études depuis les années 1980 à peu près sur comment le climat peut être un enjeu de sécurité. Et en particulier, donc, comme vous le sentez bien, puisqu'on a parlé de différents concepts de sécurité, du sécurité nationale. Voilà, les premières études sur Climate Change and National Security, elles datent à peu près des années 1980. On peut en trouver quelques-unes à la fin des années 70, mais elles datent vraiment des années 80. C'est pour ça que, donc, dans ma thèse, je me suis concentré sur la France et sur les États-Unis, puisque les États-Unis constituent une sorte de laboratoire, en réalité, de cette association qui peut paraître un peu surprenante entre sécurité nationale et changement climatique et dégradation environnementale. Donc, je me suis rendu aux États-Unis, j'ai fait un travail de terrain à Washington auprès de
personnalités du Pentagone qui ont travaillé sur ces questions. J'ai eu la particularité d'arriver aux États-Unis au moment de l'arrivée de l'administration Trump au pouvoir. Donc, j'ai aussi pu constater à quel point les personnes étaient disponibles, parce que plusieurs d'entre elles avaient été remerciées de leur poste en raison du climato-scepticisme relativement ouvert du président de l'époque. Mais j'ai aussi pu constater que finalement, l'étude des conséquences climatiques des conflits, l'étude de la sécurité climatique continuait à exister au Pentagone. Voilà, c'est quelque chose qui n'avait pas disparu avec l'administration de Trump, et c'est tout simplement parce que c'est quelque chose de très ancien. Alors, comment interpréter un peu cette histoire-là? Comment retracer un peu l'histoire de l'association entre climat et sécurité nationale? Eh bien, pendant les années 1990, aux États-Unis, il y a eu des difficultés à lier peut-être plus précisément la sécurité nationale au changement climatique. Pourquoi? Parce que, comme l'a dit Peter au début, à l'époque, c'est le concept de sécurité humaine qui dominait beaucoup la littérature, qui dominait beaucoup les discussions. Et donc, c'était certains aspects sécuritaires qui étaient mis en avant, notamment c'était des aspects de développement principalement, c'est-à-dire d'habitabilité de certaines régions, de comment certaines populations allaient pouvoir s'adapter au dérèglement climatique. Il n'y avait pas vraiment de réflexion sur la sécurité nationale à proprement parler. Je suis pourtant tombé sur plusieurs études produites par le Pentagone ou qui m'ont été confiées dans les années 2000 notamment, où on identifiait plusieurs risques, plusieurs aspects centraux de sécurité nationale qui étaient menacés par le climat. Et je peux mentionner en particulier, 3 éléments pour aller rapidement. Premier élément de sécurité nationale qui attire l'attention à l'époque des spécialistes de ces questions, eh bien, c'est la menace climatique sur le territoire national, tout simplement. C'est-à-dire comment des incendies, comment des catastrophes naturelles peuvent venir menacer l'intégrité du territoire national et comment les forces armées vont devoir agir pour secourir les populations, mais aussi tout simplement sécuriser une zone qui est déstabilisée par un incendie ou déstabilisée par une catastrophe. Deuxième élément qui apparaît aussi important, c'est l'impact du dérèglement climatique sur les forces armées elles-mêmes, c'est-à-dire sur la disponibilité des forces armées elles-mêmes. Certaines bases militaires américaines en particulier, et après je retrouverai la même situation en France, sont menacées par certains événements climatiques comme la montée des eaux. Il y a certaines bases côtières américaines qui aujourd'hui sont encore menacées par la montée des eaux. Et donc, il y a une réflexion sur finalement comment est-ce que l'on va adapter nos infrastructures de défense au dérèglement climatique. Et ça, c'est une réflexion qui est aussi présente en France aujourd'hui. Et le troisième élément qui intéresse beaucoup les militaires dans ce lien entre sécurité nationale et changement climatique, c'est finalement dans nos interventions extérieures, dans notre capacité à nous projeter à l'extérieur pour défendre les intérêts nationaux, est-ce que l'on va pouvoir s'adapter à tous les dérèglements climatiques? Est-ce que nos troupes vont être en mesure de combattre dans des situations plus chaudes, plus froides, ou dans des régions qui sont fortement déstabilisées par le dérèglement climatique? Donc, il y a ces 3 réflexions qui sont particulièrement importantes et qui, matérialisent quelque peu le lien entre sécurité nationale, vraiment militaire, et changement climatique. Un autre aspect qui m'a intéressé, c'est finalement qui sont les acteurs qui ont contribué à faire ce lien. Est-ce que ce sont vraiment les militaires qui ont été les seuls à faire ce lien entre sécurité nationale et changement climatique? Et j'ai constaté qu'en fait, les militaires étaient très divisés sur le sujet. Il n'y a pas au sein des organisations de défense un discours unifié sur la réalité du changement climatique. Disons que la climatisation de la défense, pour reprendre le terme dit par Lucille et que j'utilise dans mes recherches, ne conduit pas nécessairement à une homogénéité interne, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'accord général au sein des organisations de défense sur la réalité du changement climatique. Déjà, première chose, il y a du climato-scepticisme, mais aussi sur l'importance du changement climatique pour les activités militaires, pour la sécurité nationale. En fait, j'ai découvert que c'était principalement des experts, des think tanks, qui avaient, depuis les années 90, établi ce lien très strict à travers des études, à travers des publications, qui avaient établi ce lien très strict entre changement climatique et sécurité nationale. Et qu'en fait, il y avait des entrepreneurs de ces think tanks qui militaient vraiment quotidiennement ou de manière très forte auprès des organisations de défense pour établir ce lien entre changement climatique et sécurité nationale.
Il y a plusieurs explications à cela, des choix de carrière, il y a des convictions personnelles, il y a différentes choses. Mais en tout cas, il y a ces entrepreneurs de la sécurité climatique qui agissent énormément auprès des organisations de défense. Donc la climatisation de la défense n'est pas un phénomène unifié et n'est pas un phénomène militaire à proprement parler. C'est-à-dire que ce n'est pas quelque chose qui s'est imposé au sein des organisations et qui est nécessairement porté par la composante militaire de ces organisations. C'est important de le noter. Maintenant, quels effets est-ce que cela produit en interne et quels effets cela produit sur le concept de sécurité climatique? Eh bien, dans mes travaux, je m'intéresse particulièrement à la notion de risque, ce qui m'a incité à me rapprocher donc, de la chaire de géopolitique du risque. Et justement, à me demander, en termes de risque, finalement, qu'est-ce que ça nous dit finalement du nouveau concept de sécurité climatique? Qu'est-ce qu'on entend aujourd'hui dans les organisations de défense par sécurité climatique? Voilà. Et qu'est-ce qu'on recoupe exactement par cela? Et je vais rentrer un peu plus dans les détails après, mais peut-être Lucille voulait peut-être enchaîner aussi elle-même sur son propre cas d'étude sur le Conseil de sécurité, parce que je fais un peu un teasing là. Mais voilà, on retrouve à peu près les mêmes choses dans nos deux travaux. Voilà. Donc, je voudrais d'abord peut-être laisser la parole à Lucille sur le Conseil de sécurité, puis après vous dire exactement ce qu'on entend par risque climatique. Super, merci beaucoup, Adrien. Donc, en fait, je vais continuer sur cette évolution des institutions et comment les institutions de défense s'accaparent la question climatique à partir du cas du Conseil de sécurité de l'ONU. Donc, le Conseil de sécurité de l'ONU est en charge de maintenir et gérer la sécurité internationale. C'est, je pense comme vous le savez, un forum de diplomatie de club, puisqu'on a 5 membres permanents et 10 membres non permanents, mais donc sachant que les membres permanents ont plus un droit de veto, donc on n'a pas une égalité de pouvoir entre les membres, et elle ne réunit pas tous les membres de l'ONU, contrairement à l'Assemblée générale des Nations unies. Et donc ce Conseil de sécurité, quand est-ce qu'il a commencé à travailler sur ces questions de climat et quels sont les enjeux en fait de cette prise en compte de la sécurité climatique et comment ça parle aussi aux développements qui ont été évoqués juste avant. Donc, la première fois que le changement climatique a été débattu officiellement au Conseil de sécurité, c'était en avril 2007. Ça a été mis à l'agenda par le Royaume-Uni, qui est un des États les plus, disons, entrepreneurs sur cette question, sur cette mise à l'agenda. Et lors de ce premier débat, on a parlé notamment des questions d'énergie, de sécurité énergétique, de migration, de sécurité alimentaire. Ce qui était assez intéressant, c'est que c'était très large comme premier débat, mais que ça visait justement à essayer de convaincre à la fois les pays développés, donc notamment en leur faisant peur pour le potentiel de réfugiés climatiques qui viendraient à leurs frontières, donc qui inciterait les États à être plus vigilants et à moins, disons, contribuer au changement climatique, et également les pays en développement, en tournant davantage les questions autour de sécurité humaine, sécurité alimentaire. Et pourquoi on avait ce double discours? C'est parce que justement, on avait une opposition frontale à l'époque par des pays en développement, et qu'on a, disons, eu jusque la fin le milieu des années 2010, où à l'époque, le G77, donc ce forum qui regroupe les États en développement, se positionnait contre la saisine du Conseil de sécurité sur les questions climatiques. Et l'argument principal, c'était de dire que, en fait, le changement climatique est un problème de développement, est un problème universel. Et donc, ce n'est pas le Conseil de sécurité qui est le plus à même de traiter de cette question. Donc, on voit, c'est presque une posture politique de dire, mais finalement, là, nous, on n'est pas majoritaire au sein du Conseil de sécurité. C'est une question qui nous concerne tous. Et nous, on n'a même pas la voix, on ne peut même pas voter au sein du Conseil de sécurité. Donc, pourquoi le Conseil de sécurité devrait traiter du climat alors qu'on a la Convention cadre des Nations unies sur les changements climatiques, avec les COP annuels, et bien sûr, on a l'Assemblée générale des Nations unies qui peut tout à fait traiter cette question du climat.
Sauf que l'argument qui était opposé par les entrepreneurs de cette mise à l'agenda au sein du Conseil de sécurité, c'était de dire que, en fait, ce n'est pas juste pour attirer l'attention sur le changement climatique, c'est parce qu'on a des vrais liens entre changement climatique et conflictualité. Et que pour comprendre la conflictualité actuelle, qui est quand même le rôle du Conseil de sécurité, il faut prendre en compte le climat. Alors, ça, c'était donc le fin des années 2000, quand on avait donc cette opposition frontale. Aujourd'hui, la majorité des États membres sont en faveur de la saisine du Conseil de sécurité en matière de climat. Sauf qu'on n'a toujours pas de résolution. Alors, pourquoi on n'a toujours pas de résolution? Justement parce qu'on a encore ce débat entre des États qui y voient en fait mettre les mauvaises personnes autour de la table. Je pense notamment, on a une intervention que je vous inviterai à lire, qui est au tout début de mon article sur le Conseil de sécurité. Je ne vais pas vous la lire en entier, mais c'est un extrait de l'intervention du délégué indien qui dit que finalement, mais pourquoi sécuriser le changement climatique? Ça peut peut-être attirer l'attention publique, mais en fait, ça risque surtout de mettre les États en compétition, alors que c'est la coopération qu'il faudrait accentuer, et que ça risque de donner des solutions militarisées au lieu d'avoir des solutions politiques. Et donc, on a toujours encore cette crainte qui reste auprès de certains États. La Russie aussi est fortement opposée à la saisine du Conseil de sécurité en matière de climat pour différentes raisons, et notamment qui est cette crainte qu'on retrouve dans d'autres débats que le Conseil de sécurité ensuite aurait la capacité d'intervenir et finalement de ne pas respecter la souveraineté des États membres en ayant une résolution qui pourrait permettre par exemple, d'utiliser la force contre un État qui ne respecte pas ses engagements climatiques. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a quand même une résolution qui nous dit que le changement climatique est une menace à la paix et à la sécurité internationale et que le Conseil de sécurité est en droit d'utiliser les moyens à sa disposition pour pouvoir faire respecter, par exemple, l'accord de Paris, les engagements des différents États, là, on voit tout de suite comment ça donne beaucoup plus de pouvoir aux Nations Unies. Et ça, c'est quelque chose que la Russie ne veut pas. Donc, pour l'instant, il y a eu cette opposition. Là, on a l'impression qu'en tout cas, on se rapproche de plus en plus vers une résolution. On ne sait pas à quel point son contenu sera, donnera du pouvoir au Conseil de sécurité. Mais ce que j'ai pu observer, c'est qu'on a vraiment eu une évolution à partir de 2017, plus ou moins. Donc, en fait, il y a deux types de débats qui ont eu lieu au sein du Conseil de sécurité. Il y a les débats ouverts et il y a les débats qu'on appelle les rencontres de la formule ARIA, qui suivent la formule ARIA, qui sont des rencontres informelles où les États peuvent mettre à l'agenda une nouvelle thématique. Et ce n'est pas enregistré, c'est un moyen en fait d'avancer des nouveaux sujets sans conduire à une décision formelle. Et donc, puisqu'on avait cette opposition au sein des membres du Conseil de sécurité, ce qu'on a vu, c'est qu'on a utilisé beaucoup de formulariat pour maintenir l'attention du Conseil de sécurité sur les questions climatiques. Et donc, en fait, la première dimension de ce que moi j'étudie comme étant la climatisation du Conseil de sécurité, c'est qu'on a aujourd'hui un agenda stable climatique au sein du Conseil de sécurité. C'est-à-dire que même si on n'a pas une résolution, tous les ans maintenant, on a un débat ouvert sur le changement climatique. Parfois, on a même une formularia plus un débat ouvert la même année. Donc, ça a été le cas notamment cette année, l'année dernière également. Donc là, voilà, pour vous donner un petit peu une idée des dates, donc on a eu ce premier débat en 2007, dans lequel il y a quand même 55 États membres qui ont voulu prendre la parole. Donc, c'est-à-dire que même si ils n'avaient pas le droit de vote, il y a 55 États membres qui ont décidé d'intervenir sur ce sujet. Le deuxième débat organisé par l'Allemagne en 2011, 62 États membres. Donc, vous voyez bien comment c'est un sujet quand même qui est très porteur. 2013, 2015, 2017, deux fois en 2017, c'était des formulariats. Donc, c'était pas, donc ça, je n'ai pas pu documenter le nombre d'États qui ont participé, puisque c'était des rencontres informelles. Et à partir de 2018, tous les ans, un débat ouvert, donc en 2018, en 2019, en 2020, en 2021,
plus des formulariats ponctuels. Et là, on voit toujours une grande participation des États membres. Les derniers débats, vous pouvez les voir. En fait, comme ils ont eu lieu en vidéoconférence, ils sont enregistrés. Donc, vous pourriez aller voir les interventions des différents États, où on voit vraiment l'évolution du débat et une progressive climatisation du Conseil de sécurité. Donc, la première dimension de cette climatisation, c'est vraiment qu'on a maintenant un agenda fixe sur le changement climatique. Sachant que, de toute façon, même quand on n'a pas un débat ouvert, les États ont trouvé des moyens de parler de changement climatique. C'est-à-dire qu'ils ont mis d'autres sujets à l'agenda. On a eu des débats sur l'eau, un débat sur les menaces pour les petits États insulaires en développement. Clairement, le sujet principal qui a été débattu le jour de ce sujet, c'était le changement climatique. Sauf qu'ils ont contourné le fait qu'il y avait des oppositions en mettant d'autres sujets à l'agenda. Et donc aujourd'hui, clairement, le Conseil de sécurité ne peut juste pas échapper au changement climatique. La deuxième dimension de cette climatisation, et c'est là qu'on voit aussi une évolution, c'est que le Conseil de sécurité est de plus en plus amené à prendre une forme de responsabilité dans la crise climatique. Et ça revient, c'est aussi lié à l'introduction de Peter sur cette question de la responsabilité qui est extrêmement importante. C'est que, en fait, au début, le débat était vraiment sur attirer l'attention sur le changement climatique, le lien entre le changement climatique et les conflits. Aujourd'hui, c'est attribuer la responsabilité dans la crise climatique. Et là, on a deux types de responsabilités. La première qui est complètement liée à ce que disait Adrien juste avant, c'est-à-dire dire que les activités militaires et notamment les activités militaires de l'ONU contribuent au changement climatique. Et donc là, on voit clairement la responsabilité en termes d'empreinte carbone, tout simplement. Et le deuxième, c'est dire, mais finalement, si le Conseil de sécurité est bien l'arène la plus politique des Nations Unies, si le Conseil de sécurité n'est pas responsable dans la crise climatique, qui l'est? Et donc, on voit souvent dans les discours des États qui disent que le Conseil de sécurité doit prendre sa responsabilité entière, doit être responsable. On utilise vraiment ce vocabulaire de la responsabilité, de son rôle, sa mission, sa responsabilité, notamment en termes de prévention des conflits et de résolution des conflits. Et c'est là qu'on va voir progressivement aussi la question du risque s'amener et qui ensuite se liera à la dernière intervention d'Adrien. Donc, le deuxième élément qui fait qu'on a une progressive climatisation du Conseil de sécurité, c'est qu'on demande au Conseil de sécurité de prendre ses responsabilités dans la crise climatique. Le troisième élément, et ça c'est complètement lié à ce que nous a dit Adrien sur le rôle des experts, c'est que grâce à la climatisation, en fait, on a étendu le rôle des acteurs climatiques au sein du Conseil de sécurité. C'est-à-dire qu'on aurait pu s'imaginer que les acteurs principaux au sein du Conseil de sécurité sont avant tout les États et que c'est plutôt les acteurs en termes de maintien de la paix, consolidation de la paix. Sauf que ce qu'on voit grâce à ces débats, c'est qu'on a trois types d'acteurs principaux qui ont plutôt un mandat lié au climat, qui ont eu plus de pouvoir, plus de voix grâce à ce processus de climatisation. Les premiers, c'est les experts climatiques. Donc, les experts qui ont un savoir reconnu dans le domaine du changement climatique. Donc, ça peut être les scientifiques du climat, mais également les organisations internationales qui travaillent sur le climat et les think tanks. Et donc, concrètement, qu'est-ce que ça implique? Ça veut dire que dans les débats que je vous ai mentionnés tout à l'heure, on a invité pour la première fois le directeur exécutif du Programme des Nations Unies pour l'environnement. Première fois de l'histoire du PNUE, que le directeur exécutif intervient au Conseil de sécurité, c'est dans le cadre de ces débats. Première fois que l'Organisation météorologique mondiale intervient au Conseil de sécurité, c'est également dans le cadre de ces débats, un petit peu plus tard. Et des think tanks qui travaillent spécifiquement sur la sécurité climatique, notamment des think tanks qui sont basés à Washington, qui ont eu aussi la porte ouverte du Conseil de sécurité grâce à cette climatisation. Le deuxième type d'acteurs, c'est les activistes du climat. Et là, on voit que dans ces débats, on a eu des ONG, notamment, qui ont été invités à prendre la parole pour intervenir sur
leur combat contre le changement climatique. Donc, ce qui est intéressant, c'est que là, on n'avait pas toujours le lien avec sécurité. Donc, les ONG, elles ont aussi un peu tordu leur mandat pour pouvoir faire rentrer, faire sens, en fait, de leur activité de plaidoyer en lien avec l'arène dans laquelle on les invitait à intervenir. Et finalement, le dernier type d'acteur, c'est ce qu'on pourrait appeler, alors je mets entre guillemets, puisque ça dépend, c'est souvent comme ça qu'ils s'appellent aussi, ces acteurs, c'est victimes du changement climatique. Et donc, ces victimes du changement climatique, ça va être des communautés spécifiques, des populations spécifiques ou des États qui sont particulièrement vulnérables aux effets adverses du changement climatique. Et concrètement, un exemple, c'est bien sûr les petits États insulaires. Et on a vu l'élection de Saint-Vincent-Grenadines, qui est le plus petit État dans l'histoire de l'ONU à avoir eu un siège au Conseil de sécurité. Et on parle de 40 000 habitants, et ils ont un siège au Conseil de sécurité. Et ils ont obtenu ce siège, et ils ont notamment dit, quand ils ont obtenu ce siège, c'était leur expertise en lien avec leur vulnérabilité du climat qui leur a permis d'atteindre l'arène du Conseil de sécurité. Donc, vous voyez bien comment le climat transforme concrètement les pratiques de sécurité internationale au sein du Conseil de sécurité. Et alors, le dernier point qui touche à cette climatisation du Conseil de sécurité, c'est le type de solution qu'on amène au Conseil de sécurité. Et là, on voit vraiment une transformation, et c'est complètement lié à ce que va vous présenter Adrien juste après, avec une forme d'utilisation de politiques plutôt tournées vers la gestion environnementale et le climat, plutôt que des politiques sécuritaires. C'est-à-dire qu'habituellement, le Conseil de sécurité, la façon dont il fonctionnait, c'est plutôt dans une approche de réponse ad hoc. On a un conflit, le Conseil de sécurité a une réponse ad hoc, envoyer par exemple une mission de maintien de la paix, envoyer une équipe pour faciliter un accord de paix entre les parties en conflit. Là, ce qu'on propose dans les cadres de ces débats, c'est d'avoir une approche beaucoup plus tournée vers la prévention, vers une approche d'utiliser des évaluations du risque, et qu'à travers ces évaluations du risque, on puisse finalement comprendre la conflictualité, mais pas uniquement dans le cadre du climat. C'est là que c'est important ce point. C'est-à-dire que en fait, les transformations qui sont amenées par l'introduction des questions climatiques dans ces arènes de sécurité, elles vont aller bien au-delà du climat. Et donc, on peut se dire que toutes ces nouvelles pratiques que vont avoir donc, les acteurs militaires, le Conseil de sécurité de l'ONU, vont ensuite modifier fondamentalement la façon dont on pratique la sécurité contemporaine et la façon dont on pense les scénarios de sécurité, la façon dont on pense les outils politiques qui seraient nécessaires pour atteindre la sécurité internationale. Et donc là, on parle par exemple régulièrement de climate proofing, c'est-à-dire qu'il faudrait faire en sorte que les activités militaires prennent en compte le climat et qu'il faudrait mainstream les risques climatiques à travers toutes les activités de sécurité au sein de l'ONU. Et donc, là, pour conclure sur ce cas du Conseil de sécurité, on voit vraiment que ces dernières années ont été fondamentales dans cette transformation et qu'on pourra avoir des effets beaucoup plus long terme sur la façon dont l'ONU va conceptualiser la sécurité en lien avec ces débats qui sont de plus en plus prégnants et de plus en plus répétitifs. Et je pense qu'Adrien va pouvoir ensuite continuer sur justement ce rôle de l'importance du risque dans cette approche en termes de sécurité climatique. Oui, absolument. Alors, pour prendre la suite de Lucile, le Conseil de sécurité a été très, très important du point de vue des acteurs de la défense pour, en tout cas entre la France et les États-Unis, pour coordonner le discours, en fait, sur la sécurité climatique. C'est vrai qu'il y a un rapprochement tout de même qui s'est réalisé ces dernières années au sein du Pentagone et au sein du ministère des Armées. Aujourd'hui, on tient à peu près le même discours sur le réchauffement climatique. Donc ça, c'est quelque chose que j'ai observé alors qu'on partait vraiment de deux disons, histoires différentes, complètement différentes de ce point de vue-là. Alors, on a
justement, le mot-clé, si vous devez retenir, disons, une expression pour la doctrine climatique de défense, c'est le changement climatique est un multiplicateur de risques. Voilà. Pendant des années, on a pensé le changement climatique dans le monde de la défense comme un multiplicateur de menaces. Et plus récemment, le risque a remplacé le terme de menace. Et étant moi un peu formé en théorie politique, etc., pour moi, les mots ont un sens. Donc, je me suis demandé pourquoi finalement, on avait parlé plutôt de risque plutôt que de menace à partir d'un certain moment, à vrai dire, dans la doctrine des armes. Et je me suis rendu compte qu'en réalité, ce n'était pas vraiment parce qu'on a un basculement philosophique à l'origine, c'est plutôt que les entrepreneurs dont je parlais avant, c'est-à-dire ces personnes qui militent pour une association plus grande entre changement climatique et sécurité nationale, ne sont pas parvenus à proprement parler à convaincre les militaires que le changement climatique provoquait des guerres, par exemple, provoquait des menaces concrètes. En revanche, ils ont adapté leur discours pour dire aux militaires, écoutez, certes, le changement climatique ne produit pas de guerre à proprement parler, mais il n'y a pas de guerre du climat, mais le changement climatique multiplie un certain nombre de risques, augmente un certain nombre de risques, amplifie un certain nombre de risques à l'international. Mais la manière intéressante ces acteurs ont de manière très intéressante ne considéraient pour sensibiliser les militaires que des risques dits de hard security, c'est-à-dire de sécurité, traditionnelle. Dans l'article, je m'intéresse particulièrement à la climatisation des migrations. Donc, les migrations vont être un aspect très important, le risque migratoire va être très vite associé au risque climatique dans ce discours de la défense. Et d'autres sujets, encore plus récemment, comme le terrorisme, vont être étroitement associés au risque climatique aussi. C'est-à-dire que très rapidement, dans les documents qui vont être publiés par ces experts et qui vont être repris par les organisations de défense, le terrorisme va avoir une origine climatique potentielle, ou en tout cas peut-être amplifiée par le changement climatique, et les migrations de la même manière. Voilà. Donc ça, c'est très important. Les menaces, disons, plus traditionnelles considérées par la défense vont être associées à un risque climatique, à un facteur climatique, en quelque sorte. Ce que j'avais envie de montrer aussi, c'est que cette risquification, pour ainsi dire, du changement climatique, elle n'est pas propre à la défense. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on regarde quand même ce qui se passe du côté du ministère de la Transition écologique, on regarde ce qui se passe du côté d'autres acteurs. Le risque climatique, enfin ce qu'on appelle le risque climatique, est employé, mobilisé par à peu près tout le monde. Aujourd'hui, quand le ministère de la Transition écologique en France travaille sur le climat, il parle de risque naturel, il parle de risque climatique, météorologique, etc. Le risque est vraiment devenu un terme, disons un concept très important dans les discussions sur le climat aujourd'hui. Et ce n'est pas propre à la défense. La particularité de la défense, comme je viens de le dire, c'est d'associer ce risque climatique à des problématiques sécuritaires traditionnelles, comme les migrations, disons, ou comme le terrorisme. La particularité de cette association, c'est qu'elle va militariser considérablement la gouvernance climatique, c'est-à-dire que les militaires vont aussi progressivement se positionner comme des acteurs légitimes pour gérer les conséquences les plus, pour reprendre leur terme plutôt, disons, les plus extrêmes du réchauffement climatique. L'association du risque climatique à ces problématiques-là, elle va avoir des effets politiques très lourds, à mon sens. C'est-à-dire que ce que j'ai observé à la COP21, ce que j'observe maintenant dans des nouveaux réseaux internationaux sur le climat, c'est que les militaires s'impliquent très fortement dans les discussions sur la sécurité climatique, sur le changement climatique aujourd'hui. Donc disons que l'effet principal de l'introduction du risque climatique, ça va être de créer tout de même de la sécurité, un besoin de sécurité, de l'insécurité. Et les militaires vont se présenter comme des acteurs capables de réduire, en tout cas dans une certaine mesure, cette insécurité, de la mesurer, de la contrôler et de la prévenir, de prévenir ces risques climatiques. Donc c'est pour ça que Donc Lucile a des conclusions, disons, qui montrent qu'il n'y a pas que des solutions sécuritaires à proprement parler au Conseil de sécurité, au réchauffement climatique. Moi, ma recherche, elle montre que dans le cas des organisations de défense, on est face à des face à des réponses assez sécuritaires et même très sécuritaires au changement climatique. Et l'implication des acteurs de la défense dans la gouvernance climatique, c'est un phénomène qui commence à prendre de l'ampleur aujourd'hui, j'en suis convaincu, et qui devrait nous alerter tous en tant que citoyens et en tant que chercheurs qui travaillent sur ces questions.
puisque loin de se contenter d'associer un risque climatique à des problèmes de sécurité traditionnels traités par la défense, en raison du poids financier de la défense, en raison de l'importance que les responsables militaires ont dans nos États-nations, à savoir en France ou aux États-Unis, on pourrait être amené dans les années à venir à avoir de plus en plus ce discours sur la sécurité climatique, les liens entre sécurité nationale et changement climatique, qui triomphe en réalité dans les solutions qu'on apporte au réchauffement global. Au détriment, et j'insiste bien, au détriment des mesures d'atténuation de la réduction du bilan carbone, par exemple, des armées, qui est quelque chose qui est complètement impensé aujourd'hui. Donc, pour moi, l'association du risque, disons le fait d'associer le risque climatique à des problématiques de sécurité traditionnelle, ça pourrait entraîner des bouleversements profonds de comment on affronte, de qui doit affronter le réchauffement climatique. Ça a des implications politiques très fortes. Pour les références, c'est vrai que, comme on connaît sans doute Ulrich Beck dans ce séminaire, c'est vrai que moi, c'est toujours cette idée selon laquelle, voilà, le fond de ma pensée, c'est aussi cette idée selon laquelle la modernité produit du risque, le changement climatique est produit par la modernité, puisqu'il est produit par la modernité industrielle. Mais en termes politiques, qu'est-ce que ça a comme implication? Eh bien, quand on regarde ce que font les militaires sur le climat, ça a pour implication une sécurisation du climat, une militarisation de la réponse au changement climatique. Voilà, c'est sur ces mots encourageants que je vous laisse et que je répondrai volontiers à vos questions avec Lucille, j'imagine. Bon, voilà. Merci beaucoup à vous deux. Vraiment des exposés tout à fait compréhensifs qui ont dressé un bilan de l'état des études sur la crise climatique, sur la climatisation, et qui nous donnent effectivement ce concept climatisation qui, pour moi, est nouveau, qui permet d'explorer les multiples manières dont le climat, les crises climatiques ne sont pas tout à fait empiriques, ne sont pas tout à fait matérielles, en partie bien entendu, mais que ce sont des acteurs qui créent des effets. Ce n'est pas seulement la crise climatique, c'est-à-dire le climat lui-même qui crée des effets climatiques, mais aussi les acteurs et les discours qui en créent aussi. Donc la parole est à vous. Il y a Willy Delva. Oui, je suis content parce que son projet de thèse est directement lié à ce genre de questions. Et puis, il y a Nathalie après. Donc, je t'en prie, Willy. En muté, bonsoir à toutes et à tous. Merci de ces interventions très intéressantes et notamment pour moi, comme a dit Peter, mon sujet de recherche de thèse porte sur un domaine qui n'est absolument pas étranger aux questions que vous avez abordées. Je m'intéresse, je recherche sur la crise de l'ingérence face à la destruction et au risque environnemental en Amazonie brésilienne. Et justement, je m'intéresse à ce concept qui a été absent dans vos interventions et c'est l'une de mes premières questions. Pourquoi le concept d'ingérence n'apparaît pas ou n'est pas apparu dans vos interventions? Pourquoi vous ne l'avez pas évoqué? Ça, c'est une première question. Une deuxième question, non pas sur l'invisibilité de ces concepts, mais quelles sont les implications comme vous dites, Lucille Mertens, quelles sont les implications de la climatisation des relations internationales sur la souveraineté des pays du Sud, ou dits du Sud, détenteurs notamment des écosystèmes les plus importants de la planète? Est-ce que ce processus risque-t-il de conduire à un néocolonialisme vert dans la mesure où des acteurs puissants économiquement par le biais du Conseil de sécurité ou du G7, voire de l'Union européenne, de jouer en pouvoir sur la gestion de ressources naturelles des pays les plus faibles économiquement?
Dans ce sens, une autre question se produit. Le néocolonialisme est un risque climatique. Et pour rebondir à l'intervention d'Adrien, quelle est la place du secours de forces armées, puisque toi, tu l'as abordé sous le point de vue de la sécurité nationale, mais quelle est la place du secours des forces armées à l'international dans cette réflexion, dans un cas, par exemple, comme celui du Brésil, à l'heure actuelle, où la dégradation environnementale est une politique nationale? Si je peux entremettre une petite question là qui rebondit aussi sur celle de Willy. Donc, Lucille, tout au début, vous avez parlé de, c'est un détail que j'avais tout à fait loupé dans mon introduction, comment les changements de territoire dû du fait de l'eau qui monte, ça constitue un certain risque, pas un risque, une menace à la souveraineté des pays. C'est normal, c'est tout à fait évident. Mais la question que je me pose, est-ce que ça pose aussi un risque au concept de souveraineté qui est justement, comme vous avez souligné, basé sur les territoires? Est-ce que c'est la fin des territoires dans ce sens-là? Voilà, merci. Merci beaucoup pour ces premières questions qui sont centrales hein, dans les débats qu'on a essayé de restituer avec Adrien. Alors, c'est vrai que je n'ai pas utilisé le terme ingérence, pourtant, enfin, c'est clairement ce que je voulais dire quand je parlais de la position de la Russie. Hein, donc, clairement, qu'il y a cette crainte de l'ingérence et qui était donc très présente dans les premiers débats. En fait, c'est intéressant de voir cette évolution, c'est-à-dire qu'au début, c'était le G77 intervenait de manière commune. Jusque 2013, on a une intervention au nom du G77 où on a vraiment cette opposition avec à la fois la crainte, et c'est lié aussi à votre deuxième question, hein, de dire est-ce que vous allez la sécurité climatique est une nouvelle excuse pour nous empêcher de nous développer? Est-ce que c'est un nouveau moyen de faire de l'ingérence dans la gestion de nos ressources naturelles et donc toujours de renvoyer à la CNUC ou à la GNU pour éviter d'avoir justement ce déséquilibre des forces au sein du Conseil de sécurité. Et en même temps, c'est quelque chose qui est beaucoup moins prégnant dans les débats aujourd'hui, où j'ai l'impression que finalement, il y a une forme d'alliance tacite qui s'est créée entre les États de l'Union européenne et un certain nombre d'États qui ont été moteurs aussi dans la mise à l'agenda. Je peux vous citer par exemple, on a eu la Malaisie, le Pakistan, l'Ukraine, les Maldives, la République dominicaine. On voit qu'ils ont fait des alliances avec ces États qui sont aussi particulièrement touchés par le changement climatique pour pouvoir avancer la mise à l'agenda au sein du Conseil de sécurité. Donc, ce qui ne veut pas dire que derrière tout ça, il n'y a pas encore cette crainte de l'ingérence, mais j'ai l'impression qu'il y a une forme de consensus progressif entre les États qui brise la fracture nord-sud qu'on voit habituellement dans les débats sur l'environnement à l'ONU en général, avec peut-être cette conviction que la crise climatique est tellement importante, son ampleur est tellement forte que finalement, on doit se trouver des alliés à d'autres endroits. Alors après, on connaît tous la géopolitique du Conseil de sécurité. Hein, on parle, ça a été documenté, l'achat des votes par les membres permanents auprès des membres non permanents. On connaît les moyens de pression que pourraient porter certains États contre leur aide au développement, contre leur aide humanitaire. Donc, je n'ai pas documenté suffisamment la position des États du Sud global pour, disons, vous apporter une réponse sur est-ce qu'ils craignent l'ingérence ou pas. Mais ce qu'on voit concrètement dans les débats, c'est que là, on se rapproche quand même dans un consensus lié à l'ampleur de la crise climatique et parce que l'entrée devient de plus en plus précise, c'est-à-dire que
là, on ne parle jamais de le Conseil de sécurité va intervenir pour, je ne sais pas, par exemple, vérifier que tous les États respectent leurs engagements en termes de réduction de CO2. On parle vraiment à travers le sujet un peu plus précis du conflit et climat et maintien de la paix et prévention des conflits. Mais ceci étant dit, je pense que vous avez une question qui est extrêmement importante sur les implications de la climatisation sur la souveraineté des pays du Sud et l'idée qu'on aurait un néocolonialisme vert. Alors, nous, c'est pour ça qu'en fait, on voulait développer ce concept de climatisation. On a conclu l'article en disant, on ne dit pas que c'est bien ou que c'est pas bien la climatisation, on dit que c'est un processus en cours et qu'il faut l'analyser. Et que ça vient avec des relations de pouvoir qui sont reproduites, qui sont réarticulées, et que donc, j'entends bien l'argument de dire il faut qu'on mobilise. C'est important de se mobiliser contre le changement climatique. C'est une crise de grande ampleur. Il faut des changements de société, etc. Oui, mais la climatisation, elle vient aussi au prix d'autres types de cadrage. Et donc, par exemple, parler de sécurité climatique plutôt que de parler de justice climatique, c'est un choix sémantique qui est fort. Et donc, je pense que là, on voit aussi toutes ces tensions entre les différents cadrages de la crise climatique. Et que donc, ne pas... j'ai bien aimé ce que vous avez dit, Peter, hein, sur l'idée que ne pas penser la crise climatique que dans sa matérialité, mais aussi bien dans sa construction discursive. Et donc là, le fait de sécuriser le climat plutôt que de le cadrer en termes de droits humains ou en termes de justice aussi en termes de temporalité, hein, entre la responsabilité historique mais différenciée, etc. Disons, c'est des phénomènes à étudier. Et je pense que le concept de climatisation nous permet justement de mettre le doigt sur ces processus et de ne pas se laisser berner par la cause qui pourrait nous sembler être une bonne cause d'essayer de lutter contre le changement climatique. C'est-à-dire que le cadrage climatique, la façon dont il est pensé, il est quand même spécifique et il peut venir avec ce type de risque, comme vous l'avez très bien mentionné, de néocolonialisme vert. Et peut-être sur le concept de souveraineté, ça c'est sûr, tous les travaux plus récents sur la sécurité écologique, je pense notamment au dernier ouvrage de Matt McDonald qui pose ces questions aussi, hein, de finalement, est-ce que la souveraineté à l'heure de l'Anthropocène, ça a le même sens et finalement, ce qui renvoie à des débats plus liés déjà au débat qu'on avait sur la responsabilité de protéger, c'est-à-dire de dire est-ce que la souveraineté, c'est juste être souverain sur son territoire, mais c'est être capable de protéger sa population sur son territoire. Et donc là, je pense qu'on va avoir aussi un peu une fusion de ces questionnements qu'on avait déjà dans les années 2000. Et de plus en plus, on va revenir sur finalement quel est le sens de la souveraineté face à des problèmes globaux, transfrontières, qui dépassent les territoires. Et donc, réfléchir à ce que le concept même est mis en péril, ça c'est clairement quelque chose de très intéressant philosophiquement à explorer. Adrien ? Oui, merci Lucille, merci Peter. Je rebondis directement sur ton dernier point, Lucille, en fait, et sur la première question de Willy sur l'ingérence. Effectivement, il y a une réflexion aujourd'hui, savoir si en cas d'écocide, en cas de crime environnemental, finalement de crime climatique, il n'y aurait pas la possibilité de déployer ce qu'on appellerait des casques verts, une force internationale destinée à bloquer ce type de crime et qui viendrait donc encore une fois rejoindre les débats sur la responsabilité de protéger. Finalement, est-ce qu'un droit d'ingérence climatique est possible aujourd'hui? Et c'est une position, je crois, défendue par une chercheuse australienne qui s'appelle Robin Eckersley, que tu connais peut-être, Willy, qui a écrit un article justement demandant le déploiement potentiel de ces casques verts en cas d'écocide. Voilà, pour protéger la forêt amazonienne, par exemple, on pourrait tout à fait l'imaginer. Ce qui viendrait donc de la même manière qu'on a redéfini la souveraineté avec la protection des droits de l'homme, à redéfinir la souveraineté avec la protection des droits de la nature ou des droits de la planète, ou quelque chose comme ça. Voilà. Donc, il y a toute une réflexion philosophique à avoir peut-être sur l'ingérence et ce qu'elle implique. Qu'est-ce qu'elle a comme l'ingérence climatique, qu'est-ce qu'elle a comme implication sur la souveraineté et sur la justice internationale. Ce qui permet de rejoindre ta deuxième question, qui est liée, mais en même temps, je trouve, qui ouvre d'autres champs sur la climatisation et le néocolonialisme.
Les pays du Sud vivent effectivement, enfin moi, quand on prend par exemple l'association par la France, par l'armée française du risque climatique et du risque terroriste, elle l'a particulièrement fait dans la zone sahélienne, au Sahel, dans le cadre de l'opération Barkhane en particulier. Et ça a pu être vécu, et on peut tout à fait le comprendre, par les populations locales, par certaines personnes, par certains dirigeants des pays où se tient l'opération Barkhane, comme une forme de colonialisme. C'est-à-dire que on utilise le climat, on instrumentalise le climat pour montrer que l'on va rester de manière durable dans la région, imposer une forme de paternalisme dans la région et avoir, encore une fois, ce réflexe colonial très français dans cette région-là. Voilà. Donc c'est, disons, la question de la climatisation du climat, elle peut être présente dans disons, la réflexion sur le colonialisme, effectivement, et ce n'est pas un hasard si la France utilise principalement le risque climatique, en tout cas si le ministère des Armées utilise principalement la notion de risque climatique dans la zone sahélienne. Il l'utilise beaucoup moins, enfin un petit peu moins quand même, dans d'autres zones comme en Asie du Sud-Est, où il y a eu des études quand même sur le changement climatique aussi. Donc il y a un vrai débat sur finalement, est-ce que la climatisation, finalement, c'est pas aussi un peu parfois du néocolonialisme. Voilà. Pourquoi pas? C'est quelque chose un débat qui reste ouvert. Notamment si on a un droit d'ingérence climatique aussi. Voilà. On peut aussi boucler avec l'autre. Après, Lucille, je ne sais pas si elle a vu des débats sur les casques verts au niveau international, ça faudrait lui poser la question, mais moi, pour l'instant, je n'ai pas vu de débat dans ce sens-là. Il y a l'Indonésie qui a fait cette proposition, je crois que c'était je ne sais plus si c'était 2019 ou 2020. Mais ça paraît absurde parce que la proposition, c'est de dire justement qu'il faudrait déployer des missions de maintien de la paix au nom de dégradation environnementale ou pour sauver l'environnement. Mais dans un contexte où les opérations de maintien de la paix de l'ONU vont très mal. On les ferme, on n'a plus de budget, donc je pense que c'est en termes d'outils politiques, c'est assez peu probable, sauf si on avait une évolution en termes des outils à disposition de l'ONU, mais on a une forme de crise de légitimité des organisations internationales en ce moment. Donc je ne suis pas sûre que ce soit la prochaine action du Conseil de sécurité en tout cas. Merci, et merci Natalia de votre patience. À vous la parole. Oui, bonsoir. Merci de vos interventions à tous les deux. J'avais juste une petite question sur l'introduction conceptuelle. Madame Martins, quand vous parlez des objets référents de la sécurité environnementale, vous avez expliqué qu'il y avait d'abord 2 objets, donc c'était plutôt autour de l'État et de l'être humain, et que c'est seulement dans un second temps que l'objet référent est devenu l'environnement lui-même. Et je me demandais c'était à quel moment qu'il y avait justement ce second temps. Merci pour cette question de précision. Alors, en fait, dans le débat académique, on a eu dès les années 80 déjà des réflexions où l'environnement était au cœur, notamment en lien avec ce qu'a expliqué Adrien, avec la focale sur les dégradations environnementales liées aux activités militaires. Donc, en fait, globalement, comme l'a dit Adrien, donc après la guerre du Vietnam, on a eu beaucoup de réflexions là-dessus. On a eu la première résolution du Conseil de sécurité qui reconnaît les dégradations environnementales d'un État chez un autre État, qui était pendant la première guerre du Golfe, où là, c'est le Koweït qui a été reconnu de ces dégradations environnementales. Donc, en fait, on avait déjà ces débats, mais je dirais que c'était presque... Enfin, ils étaient périphériques à la littérature en général. C'est-à-dire que plus globalement, on avait... La focale sur la sécurité avec comme objet référent les États et la sécurité humaine donc, pour les années, début des années 90. Et donc aujourd'hui, on a une réintroduction de cette question de la sécurité écologique, donc plutôt mettre l'environnement comme objet référent. En termes de datation, je dirais qu'au milieu des années 2010, on a commencé à avoir plus de publications académiques et en termes les États ont remis ça à l'agenda également. Donc, par exemple, c'est intéressant dans les discours des leaders à l'introduction de la COP21. On avait l'Ukraine a mentionné ça, par exemple, a mentionné le fait qu'ils étaient envahis qu'ils étaient envahis par la Russie et que c'était
finalement, parler de l'empreinte écologique, ça venait aussi parler de l'empreinte écologique des militaires. Et dans les années qui ont suivi, on a eu plusieurs résolutions qui ont été passées au sein de l'Assemblée générale de l'environnement, donc qui a lieu à Nairobi, qui a été mise en place après le sommet de Rio + 20 en 2012. Et donc là, disons qu'en termes des débats gouvernementaux, c'est vraiment cette temporalité, disons, à partir de 2015 où c'est revenu. Dans la littérature, ça a toujours été présent, notamment dans toute la littérature en écologie politique, où on avait quand même une réflexion autour de l'objet écologie et environnement, mais c'était moins prégnant que ça ne l'est aujourd'hui, quoi. J'espère que ça répond à vos questions. D'ailleurs, Willy, n'hésitez pas, si on n'avait pas répondu à toutes vos questions, à nous le dire. Oui, merci pour ces précisions. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres? Sybille, à vous. Oui, merci beaucoup pour ces interventions qui étaient très intéressantes. Moi, c'est plus sur le processus de climatisation. Est-ce que vous avez observé une hiérarchisation, peut-être un peu des priorités un peu pour l'ONU et où se plaçait peut-être en 2007 la question climatique? Est-ce que vous avez observé dans le processus une élévation un peu de la priorité climatique avec un peu peut-être une mise à jour de vos recherches aujourd'hui en 2021? Merci beaucoup pour votre question. Et je pense que ça, en fait, c'est la question de la prioritisation. Ça marche aussi pour Adrien. Il y a différentes phases de moments où on priorise des objets par rapport à d'autres. Alors, ce qui est intéressant dans le cas du Conseil de sécurité, c'est que ce qu'on observe en termes de date des débats, c'est que c'est souvent au moment où la gouvernance climatique va mal qu'on a parlé de changement climatique au Conseil de sécurité dans les premières années. Puisque là, maintenant, comme je vous l'ai dit, c'est tous les ans. Mais dans les premiers débats, c'était au moment où Kyoto allait mal, c'était au moment où on avait l'échec de Copenhague. Donc, c'était au moment où finalement la gouvernance climatique fonctionnait assez mal que les États ont vu un intérêt à amener le changement climatique au sein du Conseil de sécurité pour attirer l'attention sur l'importance de cette question. Et c'est intéressant de regarder, par exemple, les transcriptions des débats qui ont eu lieu avant la COP21. Donc, il y a eu, par exemple, un débat qui était une formularia. Alors, vous ne pouvez pas avoir accès à tous les débats, mais il y a des documents qui circulent, notamment certains États. On met à disposition les documents de leur intervention dans ces formules dites informelles et confidentielles. Et clairement, là, l'argument principal, donc cette formularia, elle avait lieu en juin 2015. Et on retrouve souvent l'argument de dire, vous voyez, c'est parce qu'il y a un lien entre sécurité et climat, qu'on risque d'avoir des conflits, qu'il y a le multiplicateur de menaces, le multiplicateur de risques, qu'on doit avoir un accord à Paris. Et non, on ne peut pas en fait faire une distinction entre la chronologie de la gouvernance climatique et les débats au Conseil de sécurité. On voit vraiment comment on a un enchevêtrement de tous ces processus multilatéraux de négociation autour de l'objet climat qui viennent se confronter les uns aux autres. Et donc là, c'était clair dans les premières années. Maintenant, comme on a un débat qui, tous les ans, c'est un petit peu moins facile en fait de le connecter à cette idée de priorité au sein de l'agenda onusien. Mais ça, en fait, finalement, c'est très cohérent avec l'agenda du secrétaire général, parce que le secrétaire général de l'ONU, la Guterres, il a mis le climat dans ses priorités. Et donc, on voit comment c'est cohérent avec le fait qu'aujourd'hui, on a un débat tous les ans. Et donc, par exemple, le secrétaire général organise un sommet pour le climat la veille du début de l'Assemblée générale des Nations unies. Donc, comme ça, les leaders, les chefs de gouvernement, présidents, présidentes sont censés déjà être à New York. Et donc, ça permettait de capitaliser sur le fait que les gens étaient à New York pour pouvoir avancer toujours l'agenda climatique. Et donc, c'est vraiment en regardant ces petits chevauchements dans la temporalité qu'on voit ces efforts d'essayer
de prioriser des objets par rapport à d'autres. Et est-ce que ça a eu des effets? Bon, bah là, c'est très compliqué en fait de juger de l'influence, de dire est-ce que c'est le débat au Conseil de sécurité qui a permis d'avoir un accord universel sur le climat? Je pense que ce serait trop difficile de tracer le lien de causalité. Probablement que ça fait partie des efforts de réflexion au sein du multilatéralisme, mais de là à dire que ça a conduit à ces décisions, c'est un petit peu plus difficile. Mais clairement, le processus de climatisation en soi, c'est un processus de hiérarchisation des objets, c'est-à-dire quels sont ceux qui sont les plus importants et à traiter dans quel ordre. Et c'est là qu'on voit qu'on a aussi des frictions. Dans un des articles qui est dans le numéro spécial, Émilie Dupuis, elle regarde la question de la gestion des ressources naturelles et notamment l'approche communautaire de gestion des ressources naturelles en Amérique latine. Et elle a fait une étude sur les ressources en eau et en forêt. Alors là, spécifiquement, c'est sur les forêts dans l'article de International Politics, mais elle a fait aussi cette comparaison dans un article de l'AFRI, donc l'annuaire français de relations internationales de cette année, où ce qu'elle nous montre, c'est que, en fait, ces acteurs qui sont des grassroots movements, qui sont vraiment donc des communautés qui veulent faire du plaidoyer pour une gestion communautaire des ressources naturelles, ont dû se climatiser pour pouvoir rester pertinents. Donc, ils sont passés notamment par aller à la COP21 pour pouvoir avoir finalement plus de crédit sur la scène internationale. Sauf que ça a été, ils ont eu ils ont gagné peu de choses dans l'accord de Paris. C'est-à-dire que par exemple, le langage qu'ils avaient avancé, par exemple sur la sécurité foncière, sur la gestion communautaire, ça n'a pas fini dans l'accord de Paris. Et donc, quand ils sont revenus, en fait, chez eux, il y a eu un backlash en disant mais ça sert à quoi de dépenser tout notre argent pour aller dans ces arènes climatiques alors que ça ne nous rapporte rien? Il faut qu'on reste sur notre mobilisation sur d'autres arènes. Et donc là, on voit vraiment comment la climatisation, elle peut aussi ensuite entrer en friction avec d'autres logiques de cadrage des problèmes. Et là, dans son cas, elle nous parle même de climatisation renversée. En fait, on retourne en arrière et on déclimatise parce que ça a été un échec en termes de résultats politiques. Très bien, merci beaucoup. D'autres commentaires, questions? Viviane, à vous la parole. Bonsoir, j'aurais une question spécifiquement pour Monsieur Adrien Estève, parce que vous avez parlé à la fin de votre intervention d'une militarisation des réponses au changement climatique. Et je me demandais si vous pouviez nous parler un peu plus précisément de cette militarisation pour comprendre plus concrètement, en pratique, comment ça se traduit. Et si je peux rebondir aussi sur Viviane, un détail dans la même séquence, dans le même raisonnement, Adrien, vous avez parlé de... Ah oui, le terrorisme, avez-vous dit, va avoir une origine climatique. Est-ce que vous pouvez préciser? Merci beaucoup pour ces deux questions. Pour la militarisation des réponses au changement climatique, alors avec Lucille, on travaille beaucoup, vous avez compris, sur les aspects discursifs de la gouvernance et qu'est-ce que ça a comme implication. La militarisation, dans ce cas-là, elle a une conséquence très claire, c'est que vous avez de nouveaux réseaux qui se constituent aujourd'hui et qui participent aux négociations internationales sur le climat. J'en cite un que vous pouvez regarder, c'est l'IMCCS, International Military Council on Climate and Security, qui est un réseau constitué de militaires et de civils, donc IMCCS, et qui se donne pour mission vraiment d'influencer les négociations et de proposer, de montrer que l'outil de défense, que l'outil militaire est bénéfique à la lutte contre le changement climatique et notamment à l'adaptation des sociétés au réchauffement climatique. Donc ça, c'est un premier effet, c'est qu'on a l'apparition de nouveaux acteurs, de nouveaux réseaux qui participent maintenant aux discussions climatiques internationales. Un deuxième effet qui est cette fois-ci plus national en France, c'est tout simplement que vous avez maintenant dans la
protection du territoire, disons dans la résilience du territoire français, vous avez un recours qui va être plus accru aux forces armées. Voilà. Ça, c'est quelque chose qui a déjà été le cas dans le cas de la tempête Alex dans le sud de la France, où il y a eu une intervention de militaires de la Légion étrangère en particulier pour sécuriser la zone et secourir les populations. Ces interventions, le ministère des Armées sait qu'elles vont être amenées à se multiplier. Donc aujourd'hui, vous avez un prépositionnement, voilà, une réflexion qui est faite sur le territoire français et sur les Outre-mer, sur comment voilà, l'armée va pouvoir répondre très rapidement et le plus rapidement possible à des événements climatiques extrêmes. Voilà, ça c'est deux exemples très concrets, donc des réseaux internationaux qui se constituent et au niveau français plus particulièrement, vraiment au niveau du ministère, des réflexions sur comment l'armée va pouvoir être first responder, c'est-à-dire être les premiers à répondre finalement en cas de crise climatique. Vous me dites, Vivienne, si je n'ai pas été précis, s'il faut rajouter des éléments. Non, merci beaucoup, ça répond très bien. Peut-être il y avait un exemple que vous pouvez regarder, c'était l'ouragan Irma aussi, dans le cas de la France, qui montre aussi comment les forces armées se sont projetées dans un outre-mer pour intervenir. D'accord, merci. Peut-être juste pour compléter là-dessus, un autre exemple qui sort aussi des cadres occidentaux, c'est le cas des armées indiennes, puisqu'on a dans le numéro spécial aussi une collègue, Dana Srijarayam, qui a travaillé précisément sur la façon dont les militaires indiens travaillent sur les questions de climat et d'environnement. Et je vais vous mettre le lien dans le chat et ça vous permettra de voir d'autres types de pratiques de militarisation du climat. Et elle parle beaucoup de militarisation de la zone himalayenne en particulier. Donc, voilà, sur la frontière, les militaires se prépositionnent aussi en cas d'événements climatiques extrêmes dans cette zone. Et le lien risque climatique et terrorisme, oui, alors c'est justement, ça rejoint la question de la climatisation comme priorisation. C'est-à-dire qu'en fait, c'est étonnant, ce risque climatique associé au terrorisme, je m'attendais à le trouver plutôt aux États-Unis, pour être honnête, pour des raisons historiques, mais il est plutôt présent dans les documents de doctrine français. Et il est particulièrement présent pour désigner la zone sahélienne et comment des sécheresses, comment des événements extrêmes peuvent pousser certaines populations à se déplacer, etc., mais aussi certains groupes à répondre par la violence à leurs conditions d'existence et à participer à des groupes terroristes dans la région. Donc l'association du risque climatique au terrorisme, elle a été faite par l'armée, par les experts français plutôt qui travaillent sur ces questions, dans le cas très particulier de la zone sahélienne. Et en fait, ce n'est pas uniquement pour associer bêtement, disons, le risque climatique au terrorisme, c'est aussi parce que c'est un facteur de coopération dans la région. Et il y a un projet qu'on essaye de monter là, avec un chercheur canadien en ce moment, et qui essaye de montrer justement que parler de terrorisme climatique, ça permet aussi d'associer la violence au climat et de créer peut-être de nouvelles formes de discussion, de nouvelles formes de coopération sur le sujet, sur un sujet peut-être disons un peu plus ciblé entre les pays africains et les pays occidentaux dans le coin, notamment dans le G7 Sahel par exemple. Donc le risque climatique, il n'est pas uniquement utilisé pour créer un climat d'incertitude, ça peut aussi être un facteur de coopération. Peut-être si je peux juste rebondir brièvement là-dessus, une autre littérature qu'on n'a pas évoquée cette fois, mais qui serait pertinente aussi d'évoquer, c'est tous les travaux en termes de consolidation de la paix environnementale. En fait, on a toute une littérature qui s'est développée depuis début des années 2010 sur Environmental Peace Building, où l'idée ici, c'est d'utiliser l'environnement comme plateforme de coopération. Donc, à la fois quand c'est l'environnement et l'objet du débat, ou de la potentielle conflictualité, mais également quand ce n'est pas le cas. Et donc, il y avait différents exemples où l'ONU a utilisé, prétexté d'utiliser l'environnement comme étant un enjeu de low politics pour pouvoir mettre autour de la table des acteurs qui étaient en conflit sur d'autres questions et essayer de créer de la coopération, de la socialisation entre ces acteurs. Et donc là, on a à la fois, c'est une littérature qui était à la base très praticienne et qui plus récemment est devenue aussi, a été reprise par les académiques, où on a un handbook, par exemple, sur le Environmental Peace Building qui fait état de ces situations où on a pu favoriser la paix grâce à l'environnement et au climat.
et comment en fait finalement avoir ce défi commun peut être un facteur davantage de pacification que d'être un facteur de conflit. Et donc, ça a permis aussi d'intégrer toute la critique qui avait été faite avec la sécurisation et la militarisation de l'environnement. Et puis, ça revient vraiment aussi à l'évolution les peace studies qui étaient venus à l'époque remplacer les security studies, justement pour une approche par la paix. Ce serait du climate peace building, en fait, dans la zone sahélienne, plutôt, si on devait résumer, et face peut-être à l'échec de la coopération sur le terrorisme, justement. C'est passionnant, je n'étais pas au courant. Ça va être tout à fait intéressant pour vous, ça, Sybille, pour votre projet dans la langue. Mais c'est effectivement cela, Adrienne, la dernière question que je voulais vous poser sur la Peace Research, parce que c'est prominent sur votre CV, mais vous n'avez pas évoqué, quand vous avez parlé des rapports possibles critiques entre militaires et climat, où est-ce que ça se situe de manière très générale? Et puis, Willy, après. C'est-à-dire ce que nous disent les peace building, les peace studies sur ce qui se passe sur la sécurisation du climat, la climatisation, tout ça. Oui, un tout petit peu aussi pourquoi il a été exclu de votre exposé. Tout simplement parce que, en fait, à la différence de Lucille, je ne viens pas vraiment de cette littérature, moi, très honnêtement. C'est quelque chose que je maîtrise beaucoup moins que Lucille. Je viens beaucoup des security studies, en fait, à la base. Et les peace studies, ce n'est pas quelque chose que j'avais beaucoup utilisé dans ma thèse déjà. Donc, c'est une critique plus générale que je fais à mon travail. Et en fait, dans le travail que je veux faire sur la zone sahélienne, là, avec ce chercheur canadien, j'aimerais bien justement prendre cette littérature-là. Parce que je trouve que j'étais beaucoup sécurisation, risquification et pas assez justement sur la pacification. Mais c'est un biais, voilà, effectivement, c'est un biais personnel. C'est pas du tout. Enfin, si, c'est un manque analytique, mais ça vient d'un biais personnel. Voilà. C'est pas pour ça que je l'ai dit. Ok. Willy, allez-y. Je vais m'en muter. J'aimerais savoir, concernant cette évolution d'un consensus international au sein de l'ONU, qu'est-ce que vous pourriez dire sur le possible déplacement de l'espace de la gestion environnementale de l'ONU vers d'autres organisations, par exemple des blocs économiques comme l'Union européenne et le Mercosur? Je parle particulièrement du volet environnemental de l'accord de libre-échange qui est négocié entre ces deux blocs. Est-ce que face à l'affaiblissement de l'ONU, comme vous dites, Lucille, peut mener justement, peut déplacer cette arène vers ce genre de blocs, et quelles sont les implications de ce type de solution environnementale? Merci pour votre question qui nous sort un petit peu des... je m'entends. Est-ce que vous pourriez... Merci beaucoup. Super, il y avait un écho. Qui nous sort un petit peu du débat sur la sécurité. Mais en fait, c'est... peut-être que la réponse que je vais vous apporter, elle est peut-être insatisfaisante parce que empiriquement, je ne l'étudie pas. Donc, je ne vais pas pouvoir vous dire concrètement si effectivement le déplacement est lié à l'affaiblissement ou à disons, cette crise de légitimité du multilatéralisme. Mais ce qui est intéressant, si on regarde la littérature sur la gouvernance mondiale et plus spécifiquement sur la gouvernance mondiale de l'environnement, tous les concepts qui ont été développés en termes de forum shifting, c'est justement sur les questions d'environnement qu'on les applique beaucoup. Donc, on a cette littérature sur les régimes, donc la façon dont on peut penser la gouvernance de certains objets en termes de différents accords qui s'enchevêtrent, notamment les régimes complexes, enfin les complexes de régimes. On a différents régimes thématiques qui s'enchevêtrent. Et dans cette littérature, on a montré dans plein de cas comment les entrepreneurs trouvaient le bon forum lié à différentes stratégie de mise à l'agenda, d'avancement de certains nombres de projets politiques. Et donc, en fait, ça ne me paraît pas du tout étonnant de voir qu'on a
ce déplacement de l'objet dans différents forums, pendant qu'il y en a un qui peut-être est mis à mal pour des raisons spécifiques à ce forum, et donc déplacé vers les arènes régionales, me semble complètement pertinent. Et donc, ça fait partie aussi de ce processus de climatisation, de déplacer dans les différents forums et de choisir, donc avoir ce forum shifting en fonction des stratégies au moment T des différents acteurs qui sont les plus intéressés à mettre tout ça en priorité. Si ça répond à votre question. Ce forum shopping, il va avec la priorisation dont on a parlé avant, hein, dans le phénomène de climatisation. Donc effectivement, s'il y a une priorité qui est poussée par un entrepreneur, un acteur en particulier qui n'a pas d'écho dans le forum dans lequel il intervient, il n'y a aucun problème à changer de forum. En tout cas, dans mon cas des militaires, l'accès au COP a été difficile ces dernières années. Ils sont allés dans d'autres forums pour parler de ces sujets-là. Voilà. Il y a pas vraiment il y a vraiment une vision stratégique parfois, un peu pragmatique, de ces forums internationaux. Je me permets de rajouter, de peut-être dire que je ne vois pas forcément un hors-champ de la question de la sécurité environnementale, puisque l'Union européenne ne le mobilise pas sous ces termes, mais est forcément influencée par ces enjeux et subit de pressions sociales aussi concernant cet enjeu. Mais je me permets de dire également que à l'état actuel, ces négociations font appel à la reine précédente des accords de Paris, à tout simplement rappeler les accords de Paris. Et là, ma question reste ouverte sur cette solution, la solution de la simple mise à l'agenda par le recours à la reine précédente, à la reine de l'ONU. C'est-à-dire que Merci. Donc, de faire écho aux différentes arènes et alors ça, c'est clairement le principe du mainstreaming de la sécurité climatique, c'est exactement ça, c'est-à-dire essayer de faire en sorte de lier tous les enjeux, cette question-là, dans toutes les arènes, en prenant les précédents, en citant là où justement ça aurait eu un écho le plus fort. Et je suis parfaitement d'accord avec vous, hein, que l'Union européenne, c'est un entrepreneur extrêmement important, notamment dans la mise à l'agenda au Conseil de sécurité. Et on voit aujourd'hui, j'ai vu il y a quelques jours un article dans un des fameux think tanks qui avance beaucoup les questions de sécurité climatique, qui portait sur le rôle de l'OSCE dans la sécurité climatique. Donc, en gros, toutes les organisations internationales, régionales auraient quelque chose à faire sur la sécurité climatique. On est vraiment dans cette stratégie de climate proofing, toutes les organisations de sécurité, y compris les départements liés à la sécurité et à la stratégie au sein des organisations régionales politiques qui ne seraient pas thématiques. Et qui ne mobilise pas de contraintes pour l'instant. Pas toujours, mais c'est vrai que, par exemple, il y a aussi le cas de l'Union africaine qui est assez intéressant. On a un chercheur, Noah Garcia, qui travaille spécifiquement sur la sécurité environnement et dans l'Union africaine. Ce n'est pas toujours par la contrainte, cette mise à l'agenda. Ça peut être saisi comme une opportunité de se renouveler et d'avoir un rôle aussi important en relations internationales. Il faut le voir aussi comme une opportunité de rester pertinent en tant qu'organisation. Merci beaucoup pour vos questions et surtout un grand merci à Lucille et à Adrienne pour cette participation, cet exposé. C'était vraiment impressionnante et très riche. Donc, merci. Merci à vous, merci beaucoup. Merci beaucoup pour votre invitation et vos questions.